suis pas content. Ça, vous l'avez vu dans le titre, vous vous en doutez, il y a marqué coup de gueule, en gros. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo Carded News du mois de décembre. Et cette fois-ci, eh bien écoutez, on va pousser une petite gueulante, parce que là, il y a une nouvelle qui me fait pas plaisir du tout. Je vous mets pour une fois aucun timecode. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir où ce coup de gueule se situera. Les plus avisés d'entre vous le seront d'avance, mais surtout ne skippez pas toutes les parties qui sont juste avant. On a quand même des news incroyables ce mois-ci, comme le retour d'un des anciens decks méta qui a brisé Yu-Gi-Oh! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à continuer d'exploser les scores en vous abonnant à cette chaîne, en activant la petite cloche des notifications, et si la vidéo vous a plu après visionnage, à la liker. On va quand même commencer par du positif et par une news complètement folle, le retour des Dragon Rulers. J'avais raison, les maîtres dragons sont de retour et vous pouvez être sûr d'une chose, le trailer de Konami Animation qui est sorti il y a quelques mois est en fait un énorme teaser. Tous les monstres ou archétypes qui sont apparus dans cette vidéo de 6 minutes vont revenir d'une manière ou d'une autre. N'hésitez surtout pas à aller voir cette petite vidéo où j'ai théorisé tout ça. Mais bref, on n'est pas là pour baver animé ou lore, on est là pour parler des spoilers. Et croyez-moi messieurs dames, le prochain corset Alliance Insight va balancer du très lourd. Mais avant ça, j'ai oublié de faire un petit changement de position pour vous mettre les cadres d'effet juste ici, donc téléportation. Les Dragon Rulers, c'était les terreurs en 2015. Et pratiquement 10 ans après, la terreur va peut-être signer son grand retour. 6 nouvelles cartes viennent d'être annoncées et mon dieu, qu'est-ce qu'elles sont badass. Toutes mimes aussi. Je vais tout de suite vous faire un petit top 3 et si les autres cartes de l'archétype vous intéressent, comme d'habitude, rendez-vous dans la description, dans la petite rubrique plus de news pour vous, vous y trouverez toutes les informations complémentaires dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. On va commencer très fort avec Spectre, le maître dragon des rayons, la nouvelle one card de combo du deck. Alors oui, il est choupi, mais basiquement, il nous permet de se discard avec un autre monstre lumière depuis notre main, ou plus basiquement, discard un monstre dragon tout court, et on va pouvoir les tuto deux monstres maître dragon directement depuis notre deck à notre main. Sinon, on va pouvoir le bannir, lui et un autre monstre lumière ou dragon depuis notre cimetière, cibler un Casmatis maître dragon des aurores dans notre cimetière et le réinvoquer spécialement. On va en parler justement de Casmatis, le maître dragon de l'aurore. Ce nouveau boss X6 2 en 7 nous permet en effet rapide d'envoyer un monstre dragon de niveau 7 depuis notre deck à notre cimetière. On va ensuite détacher un matériel de cette carte et en échange, on va tout simplement copier l'effet du monstre envoyé au cimetière par le début de l'effet. Mais surtout, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir réinvoquer spécialement un monstre dragon de niveau 7 directement depuis notre cimetière ou notre bannissement. Toutes ces manipulations de cimetière et de bannissement, c'est pour le faire venir lui. Désastre, le maître dragon de la paranormalité, le véritable nouveau big boss de l'extra deck. S'il est invoqué par Xyz, vous pouvez ranger vos cartes dans la deck box. Non, lorsqu'il est invoqué, on va pouvoir cibler 4 monstres dragons de niveau 7 dans notre cimetière ou notre bannissement, les attacher directement à cette carte comme matos, et puis on va bannir tous les monstres sur le terrain et dans le cimetière de l'adversaire qui partagent le même attribut que chaque matos attaché à cette carte. Bien sûr, c'est qu'une fois par tour, faut pas chier dans la cafetière non plus. Et en petit bonus non négligeable, si cette carte a un maître dragon de chaque attribut qui lui est attaché comme matériel Xyz, elle va gagner 4600 points d'attaque et de défense. Ah oui, et au fait, elle sera pas affectée par les effets non plus. Ça paraît plutôt complexe à mettre en place comme effet, mais croyez-moi, s'il est là et qu'il gagne tous ses effets, il vaut mieux quand même faire attention à cette tower. En tout cas, je pense que les kiffeurs de Dragon League vont pouvoir sacrément cook avec toutes ces nouvelles cartes. Les crânes serviteurs sortent de leur tombe. Je vais finir par me craquer et me faire un deck à force de voir autant de nouveaux supports pour nos squelettes préférés. C'est 2 nouvelles cartes qui vont venir renforcer un des decks OTK les plus populaires du jeu. En plus, ces nouveautés vous donneront une petite évolution de l'histoire de certains artworks de cartes Yu-Gi-Oh! Qui sont quand même plus toutes jeunes, mine de rien. L'une d'entre elles, c'est Moissa, du crâne serviteur, qui nous montre la vie d'après d'un certain Moissa, le général des comètes. Bon, déjà, pour commencer, il fait commun à tous les squelettes de l'archétype. Lorsqu'elle est dans le cimetière, son nom devient crâne serviteur. Sinon, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir tuto directement un crâne serviteur ou une carte qui le mentionne directement depuis notre deck à notre main. Mais en échange, attention, on sera complètement lock en invocation spéciale de monstre zombie jusqu'à la fin du tour. En petit effet bonus, ça c'est cadeau, vous allez pouvoir invoquer normalement monstre zombie de max niveau 4 en plus de votre invocation de votre pose normale. Bien sûr, chaque effet n'est utilisable qu'une fois par tour, mais ça y est, on y est. Les crânes serviteurs, eux aussi, ont le droit à leur one card de combo. Ça devient vraiment de plus en plus la norme pour ces vieux decks du passé d'avoir une one card combo qui vient consolider leur stratégie, les rendre plus rapides pour s'adapter au Yu-Gi-Oh! D'aujourd'hui. Dans un cas comme celui-ci,
ça fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, le support ne s'arrête pas là, puisque 17 ans après, le maître des zombies a enfin terminé son invocation de crâne serviteur. Ouais, ça c'est de l'invoque de compète, ça. Le maître des crânes serviteurs va booster aux hormones le roi des crânes serviteurs. Ça va lui permettre tout simplement de pouvoir infliger des dommages de combat perçants à tous les monstres en mode défense contrôlés par l'adversaire. Et sinon, une fois par tour, on va pouvoir cibler un crâne serviteur ou un roi des crânes serviteurs dans notre cimetière, envoyer en échange un crâne serviteur ou un monstre qui le mentionne depuis notre deck au cimetière, et si on fait tout ça, on va pouvoir invoquer spécialement le monstre ciblé, mais en échange, encore une fois, on sera lock en invocation de monstres zombies jusqu'à la fin du tour. Avec une nouvelle one card de combo et une magie continue capable de faire venir le moteur OTK du deck, le deck crâne serviteur, en plus d'être marrant, va peut-être commencer à devenir efficace. Pirater les monstres adverses? Eh ouais, ça va devenir possible avec les toutes nouvelles cartes bêtes héraldiques qui vont arriver dans très peu de temps. Encore un deck X6 qui risque de terroriser la méta, après Rizal qui a déjà fait des débuts très précoces en compétitif, qui est déjà bien perdu. Mais ça, on va en reparler juste après. Bon, perso, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la baleine stat, la bête héraldique. Vous allez trouver que je me répète encore, mais Moby-Dick, là, c'est une one card de combo. Si jamais elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir discard n'importe quelle carte depuis notre main et aller tuto 2 magies ou pièges héraldiques depuis notre deck à notre main. Sinon, une fois qu'elle est dans le cimetière, on va pouvoir la bannir, classico, cibler 2 monstres bêtes héraldiques du même nom dans notre cimetière, et derrière, on va les invoquer spécialement toutes les deux en position de défense, mais par contre, on sera complètement lock en invocation de monstres X6 héraldiques, bien précisément, ou numéro jusqu'à la fin du tour. Encore une fois, une carte aujourd'hui qui fait du +2, mais de 2 manières différentes. C'est complètement craqué. Mais vous savez ce qui est craqué aussi? Le nouveau boss monster du deck. Là, je vais devoir lire mes notes pour le nom. Je suis désolé parce que c'est 1000 fois trop long. Le numéro 69, 2 points, emblème héraldique, tiret, démolition de matière noire. Ouh. Vous voyez, c'est lui le pirate. Honnêtement, je surkiffe le premier effet. Je le trouve très original. On va pouvoir tout simplement détacher un matériel X6 depuis cette carte, cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et son nom va devenir inconnu. Donc en gros, à quoi ça sert de le pirate? Eh bien tout simplement, lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de l'adversaire, si son nom est inconnu, il est automatiquement negate. C'est giga fort, vous n'imaginez même pas à quel point. Après vous allez me dire, oui, c'est qu'un effet de monstre une fois par tour, en effet rapide, c'est pas si fort. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Le flash héraldique, ça compense largement ce problème, tout simplement parce que c'est une magie rapide qui va nous permettre de transformer tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire face recto en inconnus. Voilà, ça négate un board. Et en plus, on va pouvoir aller la tuto avec le Moby-Dick de tout à l'heure là. Franchement, c'est beaucoup trop fort comme effet. Il manquerait plus qu'il y en ait un de plus. Bon, alors oui, vous pouvez, à la end-phase, si elle est dans le cimetière et vous contrôlez un monstre X6 psychique, la poser. Mais après, elle est banne. Oh là là. Donc juste comme ça, les héraldiques là, à surveiller, parce que ça m'étonnerait pas du tout que des gens parviennent à faire des trucs complètement débiles avec cet archétype. Donc Alliance Insight, ça sort le 25 janvier prochain au Japon, ce qui devrait laisser entrevoir une date d'arrivée chez nous vers à peu près avril-mai, l'arrivée compétitive fracassante des Rizal. À partir de là, on va parler méta, et plus particulièrement de la perf insane de Steven Trifunowski. Certains d'entre vous vont me dire, mais c'est qui lui? Eh bien, vous le connaissez peut-être comme tête d'affiche de la chaîne YouTube Trif Gaming. Pour vous raconter la petite histoire, Trif va recevoir en 2018 une suspension d'1 an l'interdisant de participer à n'importe quel événement compétitif. Ça fait suite à une vidéo YouTube parue sur sa chaîne où il sous-entend avoir utilisé le time à son avantage pour remporter une game. Plus tard, il se défendra expliquant c'est juste une simple blague, sauf que chez Konami, à ce moment-là, ils ont pas le sens de l'humour. Trif a écopé de sa peine, a remis les pieds dans des événements compétitifs, mais depuis 2023, il n'avait fait aucun YCS. 1 an sans un seul gros événement compétitif de cette envergure, le mec revient et il fait top 1, un giga boss. Juste un méga GG à lui, c'est hyper impressionnant. Et du coup, pour information, voici la petite liste de Trif lors de ce YCS. Et waouh, la croisée infernale est sortie le 5 décembre en TCG. Et à peine 3 jours après, les Rizal font top 1 dans un YCS. Une victoire immédiate, véloce, qui est une première dans l'histoire du jeu. Rizal s'impose donc comme le tout nouveau challenger du metagame qu'il va falloir détrôner. Une banlist surprise qui change la méta. Je devais forcément vous en parler, on peut pas passer à côté de ça, même si l'info est sortie depuis un moment, faut que je revienne dessus. C'est l'autre grosse info de ce mois-ci, après tout, l'arrivée d'une toute nouvelle banlist en plein milieu d'un YCS. À Anaheim, après la finale qui a couronné Trif, Kaibar est avec sa petite mallette comme ça, il a posé sa grosse banlist sur la table, et boum, dévoilement au monde. Quelle banlist! Un des souhaits très chers de la communauté,
a été exaucé. Bye bye Gimmick Puppet qui passe complètement à la trappe et qui va arrêter de complètement bloquer les boards avec le deck Albaz comme pilote. On a aussi le départ de Jowgen le Spirit, une forme de continuité de la part de Konami qui veut cut de plus en plus l'aspect stun du jeu. Et on a surtout une très grosse cartouche qui a été tirée sur Snake Eye avec la disparition de Péché originel. Dans les cartes limitées, on peut voir une nerf supplémentaire que va se bouffer le deck Tenpai, et ça c'est un petit plaisir. Après la limitation et la quasi-perte de leur magie de terrain, c'est deux autres très grosses cartes du deck qui se voient limitées à 1. Shundra et Sangen Kaimen sont donc désormais tenus en laisse, rendant le deck beaucoup plus fragile, mais attention, Paydra et Genroku sont toujours là à 3, donc il y a toujours moyen de s'adapter. Mais à part ça, il y a un autre deck méta qui vient de s'en prendre une, c'est tout simplement le deck Yubel avec son fantôme qu'on ne va plus voir qu'en une seule copie dans les extra decks. Et ça, malheureusement, ça fait perdre de la consistance, des monstres de GX préférés de la communauté. Les cartes semi-limitées, je vais plutôt les passer, elles sont plutôt cool pour ceux qui veulent faire des petites bêtises dans des decks rogues plutôt fun. Et les cartes délimitées, j'avais encore fait un sacré call, écoutez. On assiste au retour complet des Dragon Rulers, mais aussi à un des piliers du format éternel, le dino lutteur Pancratops. Yubel a perdu son fantôme, mais en échange, elle regagne l'ouverture de la porte des esprits, de retour à 3 exemplaires. À voir comment le deck s'adaptera, mais en tout cas, moi, ce qui me fait plutôt peur, c'est la complète débanne et le retour à pleine puissance de Colossus, le dragon du tonnerre. J'espère vraiment qu'on va pas le voir spammer des boards. Des nouveaux animés Yu-Gi-Oh! Et oui, vous avez bien entendu, et vous avez peut-être aussi remarqué, j'ai pas le même pull, je suis mieux coiffé que dans les autres moments de la vidéo, c'est normal, on est un autre jour. Heureusement, j'ai pas encore fait le montage de cette vidéo Card News parce qu'il y a une dinguerie qui est arrivée ce matin. Ouais, on est donc actuellement le samedi 21 décembre et je me suis réveillé la tête dans le cul avec un fantastique post sur X annonçant des nouveaux animés Yu-Gi-Oh! Et oui, ça y est, on y est enfin. Après autant de vidéos sur cette chaîne en parlant, la petite théorie quand Konami Animation a sorti ce long trailer de 6 minutes et encore une fois l'analyse est peut-être un petit peu trop rapide de ma part comme conclusion de il y aura pas d'animé sur le lore, et finalement si, je suis très heureux d'avoir tort d'ailleurs. Avril 2025, retenez bien cette période, à ce moment-là sur la chaîne YouTube Yu-Gi-Oh! Officielle sortiront les histoires d'Albaz et Ecclesia, mais aussi celles des Assauts de l'air. Il est bien précisé dans le tweet que ce sera des épisodes mensuels concernant ces deux lores bien précisément. Maintenant, on va devoir attendre pour savoir quelle forme vont prendre ces épisodes. Est-ce que ce seront des 15 minutes, des 20 minutes, des épisodes d'animé classiques comme on a l'habitude d'en voir plutôt sur Crunchyroll ou ADN? Est-ce que ce sera différent? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis hyper hype et en plus de ça, on va pouvoir inaugurer un nouveau format sur cette chaîne que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Les live react aux épisodes d'animé Yu-Gi-Oh! Qui vont sortir, ça va être génial. Dites-moi dans les commentaires si ça vous hype et si vous aimeriez bien voir ces concepts. En tout cas, de toute façon, je pense que je les ferai. Mais franchement, j'ai très hâte de voir tous ces épisodes avec vous et surtout de réagir à chaud à ce qu'on va voir ensemble. Mais vous avez bien entendu dans le titre que j'ai mis animé au pluriel, c'est des nouveaux animés. Et figurez-vous qu'il y a une annonce supplémentaire surprise qui a eu lieu ce matin. C'est le reboot, le remake de l'animé Yu-Gi-Oh! GX. Jaden et ses héros élémentaires vont être de retour et c'est incroyable de se dire que 20 ans plus tard, cet animé va revoir le jour parce que oui, ça date déjà de 2004. Ce remaster pour célébrer les 20 ans de l'animé sera l'occasion de le retaper avec une nouvelle identité visuelle, des sons améliorés avec les technologies d'aujourd'hui, mais normalement l'histoire ne devrait pas bouger, ni les personnages. Bref, ne vous attendez pas à voir Jaden jouer Phoenix Enforcer parce que je pense que ça n'arrivera pas, ils vont garder vraiment le contenu d'origine. Voilà, c'était la petite interlude, maintenant je vous laisse avec le slipper du passé, et sur ce, restez bien jusqu'au bout parce que comme vous l'avez vu dans le titre, vous allez voir un petit coup de gueule. Les reprints de trop. Bon alors ça honnêtement, c'est l'info du mois qui nécessite une impro totale et un coup de gueule. Je suis désolé, c'est la première fois de ma part que je vais en faire un vrai, un assumé, mais là, franchement, Konami c'est un peu trop. La Quarter Century Stampede, une nouvelle boîte qui va clôturer la longue série des boîtes Quarter Century. La logique commerciale, c'est une chose, mais vouloir à tout prix vendre un produit et en échange reprint une carte qui est sortie il y a à peine 6 mois et qui en plus a nécessité un gros investissement de la part des joueurs, c'est vraiment dégueulasse. Alors avant ça, je sais ce que vous allez me dire. Les reprints précoces, c'est pas nouveau dans Yu-Gi-Oh! Par le passé, Konami a déjà remis sur le marché de grosses cartes faisant complètement chuter leur prix. Mais c'était clairement jamais à ce point-là. Pour ceux qui sont déjà au courant, vous l'aurez compris, la raison de mon coup de gueule, c'est la reprint de Mulcharmy Fuvalos. Cette carte est sortie très exactement le 10 octobre 2024 dans la Rage des Abyss. À l'époque, le potentiel méta de cette carte et surtout la capacité à s'incorporer dans n'importe quel deck ont fait grimper son premier prix de vente à 125 €. Le problème, le 10 avril 2025, soit seulement 6 mois après sa sortie,
une reprint a déjà été annoncée. Et là, c'est la réaction en chaîne. L'annonce fait baisser le prix de cette carte à 70 €. C'est une perte nette de 44% de sa valeur initiale. Le gros problème, c'est que contrairement à certaines autres grosses cartes de la méta, comme par exemple SP Petite Chevaleresse, elle n'a pas connu une reprint avant cette étape de 7 cartes. Parce que je le rappelle, dans les displays Quarter Century comme celle-là, les cartes sont disponibles en 7 raretés différentes. Pour le moment, on va pouvoir théoriser potentiellement un prix de sortie de ce Fuvalos reprint à peu près 20 € en super rare. Ça fait une perte de 84% de son prix d'origine. Mais attention, je vais pas faire un coup de gueule seulement avec des chiffres pour cette carte. Je vais vous montrer que on n'a jamais eu ça et c'est pas normal d'avoir ça. À titre comparatif, la N-Trap la plus puissante du jeu, qui est présente dans tout le Yu-Gi-Oh compétitif depuis sa sortie dans la crise maximum, Floraison de cendres et Joyau de printemps, en mai 2017, valait 90 €. Alors déjà, c'est 35 € de moins qu'à Fuvalos, mais c'est surtout que sa première reprint, qui intervient en mars 2018, c'est-à-dire 10 mois après sa première sortie, a vu le prix de la carte chuter à 50 €. Autre exemple, Infini éphémère. La carte sort en mai 2018 dans les Flammes de la Destruction et encore une fois, son prix est autour des 90 €. 11 mois après, rebelote, nouvelle vague de reprint dans le Pouvoir du Duel en avril 2019 et là, le prix de la carte chute à 30 €. On a donc une perte approximativement entre la première édition et la première reprint de 40 à 60 €. Pour à force égale ou d'autres staples et N-Trap de poids dans le jeu compétitif, le constat est le même. Généralement, il faut attendre entre 10 mois et 1 an pour voir une réimpression. Honnêtement, ce coup de gueule, j'aurais pu le faire un peu plus tôt. J'avais déjà un petit peu tiqué entre la deuxième et la troisième vague de reprint de SP Petite Chevaleresse. 2 mois à peine séparaient la version de la Teen Box et celle de Bonanza. Mais Konami, à ce moment-là, respectait encore à peu près ses habitudes. La reprint de SP Petite Chevaleresse intervenait 11 mois après sa première apparition dans le jeu, dans l'ère du Seigneur Suprême. À ce moment-là, encore une fois, SP valait 120 € et sa reprint avoisinait les 50 €. Je vous raconte tout ça parce que là où je veux en venir, c'est que d'habitude, la perte d'argent est massive, mais pas à ce point. D'habitude, on a entre 40 et 60 € de perte. Mais là, on va avoir quoi? 100 € de perte? Désolé, mais vraiment, je trouve pas ça normal. Je vais quand même devoir nuancer ce fin de coup de gueule. D'un côté, on a les gens qui sont complètement lésés, c'est-à-dire que si on s'investit dans le compétitif, et bien maintenant, il faut se dire que c'est complètement à perte. Mais d'un autre côté, faut quand même donner un petit peu de positif. Pour tous les joueurs qui n'ont pas les moyens de s'investir à ce point-là dans le jeu, là, ce sera l'occasion. Et encore, je serais quand même très curieux de voir les taux de drop. Donc voilà, je suis désolé, fallait que ça sorte. C'est encore une fois mon point de vue. Je pense avoir donné suffisamment d'arguments pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est vraiment pas normal comparé aux habitudes qu'a Konami. Donc n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis dans les commentaires. Mais cette fois-ci, force est de constater qu'ils ont un petit peu forcé. En tout cas, j'espère sinon que cette vidéo vous aura plu. Moi, sinon, ce qu'il faut retenir des très bonnes annonces, eh bien, je trouve que le retour des Dragon Rulers, c'est incroyable. Voir ce vieux deck méta peut-être revenir sur le devant de la scène, ça me hype un petit peu. Le truc que j'ai le plus hâte de voir arriver, c'est les héraldiques, voir si ça va devenir méta et voir si surtout ça risque de clean des boards bien sales. Et écoutez, pour l'info qui aura le plus retenu mon attention, je pense que vous avez compris c'est laquelle et malheureusement, c'est pas positif. Encore une fois, pour cette fin de vidéo, je nuance, je critique beaucoup, je pousse un coup de gueule. Pour l'instant, sur cette chaîne, il y a eu une autre vidéo qui a beaucoup fait parler où on m'a attribué un coup de gueule, mais c'est pas vraiment ça. Je vais essayer de replacer les choses dans leur contexte. J'aime Yu-Gi-Oh! Profondément. C'est pour ça que je suis aussi critique. J'adore ce jeu, j'adore l'univers, j'adore sa richesse, mais malheureusement, il y a des moments, ça va pas, il faut le dire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais nuancer maintenant de plus en plus et aussi dire ce qui est positif et ce qui va bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo. C'était Slipper.